J'ai terminé la précédente vidéo en disant que Napoléon III, conscient des carences de l'armée française en matière de recrutement, entendait changer celui-ci par le biais d'une vaste réforme, et j'ai fini en rappelant qu'il a subi une levée de boucliers très importante venant de toutes les sphères de la société contre ce projet. Or, les militaires eux-mêmes ne sont pas les derniers à tempêter contre le projet. En effet, le commandement pense alors qu'on ne peut pas faire un bon soldat en moins de 7 ans, puisque 7 ans c'est, je le rappelle, la durée du service militaire. C'est une durée qui permet de faire des soldats presque professionnels, puisque 7 ans c'est quand même très long, et ils estiment qu'on ne peut pas créer de bons soldats, de bons combattants avec moins de temps. De plus, comme dans toutes les périodes et dans tous les pays du monde, lorsque vous avez un système en place, même s'il est un peu bancal, eh bien on estime qu'il a le mérite d'exister, qu'il a fait ses preuves, et on rechigne toujours à faire table rase et à le remplacer par un nouveau, puisque cela induit un effort intellectuel, financier, humain, et etc., très important. Donc on rechigne à la tâche. Le commandement n'est pas pour. L'entourage de l'empereur lui-même, qui est plus souvent en désaccord avec le souverain que l'on croit, est contre, pour les mêmes raisons. Le corps législatif, c'est-à-dire les députés, ne sont pas en reste, puisqu'ils hurlent à la dépense qu'un nouveau système, qu'une nouvelle grande réforme induirait en la matière. Et comme vous le savez, les parlementaires de tout pays et de toute époque qu'ils fussent ne sont jamais enclins à donner de l'argent à la défense, même lorsque cela est nécessaire, et en plusieurs fois ça s'est révélé catastrophique. Et bien là c'est aussi le cas. D'ailleurs il faut dire que la société française est encore très marquée par les guerres de la Révolution et de l'Empire, et qu'il y a encore plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, même centaines de milliers de vétérans, de gens qui ont connu la Révolution et l'Empire, qui ont connu ces guerres incessantes de 1792 à 1815, et qui sont toujours là pour témoigner. Et ceux qui ne sont plus là pour témoigner ont pu écrire des mémoires, ont pu faire des tableaux, on a pu mettre ces exploits, ces horreurs en chansons. Donc toute la génération qui est à l'âge adulte, qui est à l'âge où l'on sort de l'adolescence sous Napoléon III en 1870, baigne encore dans ce climat. Et vous avez beaucoup de vétérans qui sont toujours là, même s'ils sont vieux, il en reste toujours. D'ailleurs, vous avez toute une série de photographies qui ont été faites sous Napoléon III, où vous voyez les vétérans du Premier Empire avec leur uniforme des guerres napoléoniennes, qui posent fiers et droits, encore très fermes, même si ce sont de nobles vieillards. Et bien tout cela a un coût moral, a une portée morale importante qui fait qu'on n'a pas forcément envie de reparler d'impôt du sang en France. Et d'ailleurs, en règle générale, le peuple français est toujours un peu chagrin devant l'impôt du sang. J'ai parlé la dernière fois de bons et de mauvais numéros. Eh bien, le bon numéro n'est pas celui qui vous envoie à l'armée faire votre service militaire, faire votre devoir patriotique. Non, en France, le bon numéro est celui qui justement vous soustrait à la vie militaire. Alors c'est un peu symbolique, mais ça montre bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, on va revenir sur l'opposition républicaine. Puisque Napoléon III, s'il est empereur, qu'il a commencé par avoir un régime autoritaire, je l'ai dit, a plus ou moins lâché, de plus en plus lâché du lest au fur et à mesure de son règne, et à la fin, il y avait une vraie opposition contre lui, une vraie opposition qui pouvait parler, qui pouvait dire ce qu'elle pensait, et c'est l'opposition républicaine qui veut revenir à la République qui a fini, comme vous le savez, en 1851. Et l'Empire a été rétabli un an après, en 1852. Donc, l'opposition républicaine, et alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a appliqué, après 1870, tout ce que l'empereur avait préconisé, et qu'elle avait justement combattu pendant le Second Empire, c'est ce qu'on va voir. Évidemment, elle a fustigé Napoléon III d'avoir rien fait, mais ça c'est une dérive un peu facile, puisque ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, comme vous le savez. Donc cette opposition républicaine est la plus terrible de toutes. Napoléon III est présenté comme un nouvel ogre corse, pareil à son oncle, et on a dit la dernière fois ce qu'il en était vraiment. Et les républicains, qui sont bien réorganisés depuis 51, ont eu des propos extrêmement virulents
dont je vais répéter seulement quelques-uns, puisque sinon on n'en finirait pas. Donc par exemple Thiers, j'ai déjà parlé de Thiers, l'un des plus grands hommes politiques de l'époque et historien à la fois. Donc je rappelle que Thiers était un homme très charmant, puisqu'il parlait du peuple comme étant une ville multitude, je cite. Donc Thiers affirmait que l'on enlevait des bras à l'agriculture, et, je cite encore, que notre armée suffira pour arrêter l'ennemi. Bon, c'est clair. Thiers ne veut pas engager de nouvelles réformes militaires, de nouveaux coûts financiers en matière de défense. Un autre grand républicain, Jules Favre. Eh bien, Jules Favre déclare au ministre de la Guerre, qui est le maréchal Niel à l'époque, je cite, vous voulez donc faire de la France une caserne, rapport aux réformes engagées, et Niel, qui est un peu prophétique, lui répond, prenez garde de n'en faire un cimetière. Donc on regarde ce qui s'est passé en 70-71, on voit que Niel n'était pas tout à fait dans le faux. Et la liste est encore très longue. Finalement, un mauvais compromis a été trouvé entre Napoléon III et le commandement. Puisque Niel, que je viens de citer, est d'accord pour faire une réforme, mais il ne veut pas qu'elle ait l'ampleur de celle de Napoléon III. Donc Napoléon III est obligé de faire un compromis. Donc même s'il est un homme ouvert à des idées de changement, Niel ne veut pas tout bouleverser non plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on garde le système de tirage au sort et de rachat. Donc vous voyez, on n'arrive pas à s'en débarrasser, puisque les réticences sont trop importantes. Mais tout de même, il y a une petite avancée. Les bons numéros, qui avant étaient déliés de toute obligation militaire durant toute leur vie, eh bien les bons numéros doivent dorénavant accomplir plusieurs périodes dans une réserve générale. Celle-ci est la garde mobile. Elle permet d'avoir une réserve qui peut être mobilisée en cas de guerre, un peu comme la Landwehr prussienne. Hélas, cette réserve, on va le voir, n'a vraiment pas été bien organisée. Et de plus, les périodes d'instruction que doivent faire les gardes mobiles sont très très courtes. Bon, il était plus que temps d'agir, puisque la menace prussienne devient terrifiante. Et le gouvernement le savait pertinemment. C'est ça qui est le plus tragique. C'est que la France est au courant de ce qui se passe. Alors, notamment parce qu'elle a vu que l'Autriche a été écrasée après le Danemark, évidemment. Mais aussi puisqu'à l'époque, vous avez un attaché militaire français à Berlin, le colonel Stoffel. Et Stoffel est quelqu'un qui n'a pas d'œillère. Quelqu'un qui voit ce qui se passe, qui écrit des rapports alarmants à Napoléon III au gouvernement pour montrer ce qui se passe en Prusse par rapport à l'armée. Mais il n'est pas vraiment écouté, évidemment. De plus, cette réforme, dont on a vu qu'elle était un compromis, n'est mise en place qu'en 1868. Pire pour la France, le maréchal Niel meurt l'année suivante. Et son successeur, le maréchal Leboeuf, ne croit absolument pas à la nécessité de faire une réforme. Donc ce qui était déjà un compromis, je le répète, n'est même pas appliqué, puisque Leboeuf n'en a rien à faire, pourrait-on dire, un peu familièrement. Bien sûr, il faut se garder de rejeter toute la faute sur lui. Car même s'il avait défendu corps et âme de toutes ses forces la réforme Niel, eh bien, elle était déjà très tardive et très parcellaire, et on se demande si ça aurait suffi. Certainement que non. Donc paradoxalement, au moment où Napoléon III aurait eu besoin du régime autoritaire de ses débuts, eh bien il ne disposait plus des pleins pouvoirs qui lui auraient permis de faire passer en force sa réforme. Donc lui, Napoléon, ne peut pas vraiment faire entendre sa voix, et comme dans bien d'autres domaines, il a en fait été en avance sur son temps, et comme les mentalités sont une chose qui évolue très lentement, eh bien n'a pas été suivi pour cette raison. Gardez-vous d'être précoce, puisqu'on finalement on ne s'intéressera à ce que vous avez dit qu'après votre mort. Généralement c'est le cas. Bien évidemment, il ne s'agit pas de blâmer quiconque. De toute façon, en 2013, plus personne n'est responsable aujourd'hui de ce qui s'est passé à l'époque. Mais il s'agirait quand même de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi. Et j'espère vous avoir montré que loin de l'image courante d'un Napoléon III qui n'a rien fait ni rien voulu faire, l'empereur avait pressenti la nécessité d'une réforme. Il avait tenté de l'appliquer à une France qui freinait des cas de fer et qui était peu encline à se remettre en cause. Le résultat est connu. Et en 2013, puisque vous savez l'histoire doit servir
à comprendre mieux le présent par le passé et donc préparer l'avenir, et bien en 2013 comme en 1990 et sûrement en 2020 ou 2030, la France sera encore plusieurs fois peu encline à se remettre en cause et cela pourra amener à d'autres catastrophes, comme tant de fois par le passé. Mais plutôt que de me faire moralisateur, je vais arrêter ici. Et la prochaine fois, on reviendra justement sur ce commandement. Ce commandement, quel était-il? Qui étaient les officiers? Comment étaient-ils formés? D'où venaient-ils? Et comment se comportaient-ils? Voilà.